Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invitée du jour est une femme d'engagement. Fondatrice et co-directrice de l'association Chicanican, elle nous invite à remettre en question les stéréotypes autour de sujets forts comme l'égalité, la diversité, la lutte contre les violences faites aux femmes et l'accès gratuit aux protections périodiques. Elle se mobilise pour un monde plus inclusif. Bonjour, Vibeke Thompson. Bonjour Geneviève. Alors déjà, quand je dis ton nom, on comprend que tu n'es pas née ici. Tout à fait. Alors, Vibeke Thompson, je l'ai dit correctement ou pas ? Oui, absolument. Ça vient d'où ? Je suis danoise, je suis née à Copenhague, mais dès mon plus jeune âge, à 8 ans, je suis arrivée à Monaco, après avoir passé quelques années en Suisse d'abord. Donc voilà. C'est pour ça que tu n'as pas d'accent, tu as appris le français assez vite alors ? Absolument, j'ai appris le français, mon père me parlait en français, même si mes deux parents sont danois. C'est original ça. Oui. Moi, mon père a passé des années à Paris et en Suisse, donc c'était la langue de son cœur. Et il a tenu à ce que tous ses enfants parlent couramment le français, et c'est le cas. Et on a fini par le parler mieux que lui. Donc parfois, quand on parle entre nous, il ne nous comprend plus. et donc, j'ai fait toute ma scolarité en français. J'ai passé mon bac au lycée FANB ici. Donc, tu ne parlais pas du tout danois à la maison ? Si, avec ma maman. Et plus tard, à partir de l'adolescence, on a changé avec mon papa. On parlait danois aussi. Et mes parents parlaient danois ensemble aussi. Mm-hmm. Et aujourd'hui, j'essaye de parler danois à mes enfants, mais c'est plus compliqué. Alors, parce que là, j'ai lu quelque part, tu en as 4. J'en ai 4, entre 3 et 12 ans, et qui sont aussi scolarisés en français. Mon mari est anglais, donc on parle un mix de français, anglais et danois à la maison. Et, c'est du melting pot. Hein. C'est un vrai melting pot, et entre eux, les enfants parlent français. Donc mon père serait content. Les enfants parlent français. Oui. Ah, ils sont scolarisés en français alors. Ils sont scolarisés en français, oui. Ouais. Bon, c'est la question du melting pot et des origines différentes, je te la pose parce que je me dis, le premier éveil de Vibeke, c'est un éveil à la différence. Il y a bien un moment où tu te rends compte assez jeune qu'il y a des choses différentes de celles que tu connaissais jusqu'à présent, quoi. Oui, tout à fait. Comme j'ai dit, je suis arrivée à Monaco très jeune, donc je me suis très vite identifiée à cette culture francophone. Mon père était un vrai francophile, donc il nous a tout de suite... Par son métier ? Non, il était banquier au Danemark, mais il a toujours eu l'amour de la France et qu'il m'a transmise. Donc, quand j'étais plus jeune, nous regardions 7 sur 7, nous suivions la politique française uniquement, etc. Donc j'ai toujours baigné là-dedans et il trouvait ce pays absolument fascinant. Et donc pour moi, la culture française, c'est vraiment ma culture d'adoption. Et les auteurs français, évidemment. Et puis après, de par mon éducation en français aussi, ça a toujours été... on me dit aussi souvent, on est percuté par mon prénom et après on me dit mais tu as toutes les attitudes, toutes les manières, entre guillemets, la manière de bouger et de t'exprimer d'une Française. Je dis, oui, c'est vrai. C'est parce qu'on a, alors c'est caricatural, hein, on a l'image de pays nordiques et notamment les pays scandinaves, extrêmement, pas à la pointe, mais extrêmement progressistes en matière d'approche homme-femme. Est-ce que c'est une réalité ou pas ? Oui, je pense tout à fait qu'il y a une grande différence quand même entre les pays scandinaves et surtout le sud de la France ou le sud de l'Europe. Ensuite, attention, les pays scandinaves ne sont pas parfaits non plus là-dessus, mais personne ne l'est malheureusement. Voilà, pas encore. mais je pense qu'il y a une grande différence que je vois énormément, et je pense que c'est l'attitude, pas nécessairement dans le monde du travail, mais aussi à la maison. Ouais. Et ça, c'est une différence qui se crée très tôt. On le voit en Scandinavie, les papas sont très vite impliqués dans l'éducation de l'enfant. Ils prennent des congés paternité beaucoup plus longs, et donc même si par exemple dans le sud on voit évidemment un papa changer une couche, mais il va souvent dire à la maman où sont les couches, est-ce que je dois le changer, après il va le faire, alors que quand je l'observe en Scandinavie souvent c'est tout aussi automatique pour un parent comme pour l'autre. Et pour moi, et bien entendu, tant qu'il n'y a pas d'égalité à la maison, ça va être difficile de l'avoir à l'extérieur aussi. Bien sûr. Est-ce que tu es consciente quand même que le fait d'être une maman de 4 enfants, ça casse quelque part une image que dans cette région du monde, de l'Europe en tout cas, on se fait de la féministe. On se dit une féministe, automatiquement, elle n'a pas d'enfant.
Alors je pense que être féministe et avoir 4 enfants, c'est pas nécessairement contradictoire. J'ai de la chance d'avoir un mari qui est très impliqué. Toutes mes amies me disent que j'ai beaucoup de chance. C'est vrai, j'ai de la chance, il est formidable, mais néanmoins, forcément. Il est beau en plus. Forcément. Forcément. Et, mais au final, j'ai peu d'amis, et je suis aussi dans le même cas. Et c'est toujours nous qui portons quand même la charge mentale. Et c'est ce qu'on disait aussi un peu tout à l'heure. C'est quand même, il n'y a pas très longtemps, il m'a demandé, alors que les enfants étaient dans la même école depuis 3 ans, il devait aller les chercher, il m'a dit, mais ils finissent à quelle heure? Et on en est quand même encore un petit peu là. Et c'est souvent encore une inégalité. La plupart du temps, je ne dis pas à 100%, mais c'est encore les femmes qui portent cette charge mentale. Donc même s'il y a un homme qui fait beaucoup à la maison, il y a encore, et ça toutes les études le montrent aussi, encore une grande inégalité au niveau des charges à la maison, du travail domestique, etc. Il y a quand même des études, ou en tout cas des appréciations. Moi j'ai lu beaucoup d'articles, j'ai regardé beaucoup de contenu, où on a l'impression que le débat existe entre le fait que ce soit une inégalité et le fait que ce soit un reflet de la nature, en fait. Oui. Et personne n'arrive vraiment à répondre à cette question. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, ce que j'en pense, c'est assez intéressant. Je pense que ça vient du système patriarcal. Le système patriarcal est basé sur le fait que, sur une différence, un changement dû à nos différences biologiques, on en conclut d'autres choses. Donc, vu qu'on a des différences biologiques, l'homme, par exemple, est souvent physiquement plus fort, etc., on en conclut d'autres choses. C'est-à-dire que la femme, par exemple, sera mieux à la maison, pourra faire des tâches domestiques plus facilement, etc. Donc, en fait, la base de ce système patriarcal est un peu bancale au début. Mais c'est un système patriarcal qui fonctionne quand même assez bien. Puis elle est ancestrale. Elle est ancestrale. Et puis, ce système propose un espèce de deal aux femmes en leur disant, mais si tu restes dans ton rôle de femme, si tu réponds à tes obligations familiales, sociales, etc., en restant bien dans ce rôle de femme, alors dans ces cas-là, nous, on te propose un deal. Donc, tu auras une certaine place sociale et, entre guillemets, on s'occupera de toi, etc. Et donc, forcément, quand on devient féministe, ça, on le paye très cher parce qu'on essaye de casser ces structures patriarcales. Et donc, ça remet en fait ce système en question. Mais pour moi, ça revient à notre question, c'est est-ce que c'est inné de passer l'aspirateur? Non, je ne pense pas. ou de vouloir s'occuper de... Mais c'est aussi quand toute la société nous fait comprendre que c'est notre devoir de le faire, automatiquement on va s'installer en fait. Nous sommes les filles de nos mères aussi. Aussi, exactement. Donc souvent les schémas qu'on a vus à la maison, c'était souvent ça. Je veux dire, dans la plupart du temps, dans les années 80, il y avait beaucoup de femmes qui ne travaillaient pas encore, donc la maman était à la maison, le papa travaillait, était le comment on dit, celui qui fournissait voilà, ce qui faisait fonctionner la machine. Exactement. Donc on a déjà grandi avec ces images, et donc c'est facile aussi de les reproduire. Et c'est aussi, on va dire, il y a aussi un système quand même qui soutient ça, dans le sens où le congé maternité est beaucoup plus long que le congé paternité. Et c'est souvent là, en fait, que les premières différences commencent à se créer. C'est au moment de l'arrivée du premier enfant, parce que tout à coup, la maman se retrouve à la maison avec le bébé, donc automatiquement, elle va commencer à tout gérer. Et forcément, vu qu'elle est à la maison, elle va aussi nettoyer les assiettes. Elle va créer une proximité avec l'enfant aussi. Avec l'enfant, et aussi avec tout le domaine de la maison, en fait. Et c'est souvent là, parce que il y a aussi des recherches qui ont montré d'une certaine mesure que tant qu'il n'y a pas d'enfant, en fait, la répartition des tâches domestiques est quand même assez égale. Mais dès que l'enfant arrive, forcément, vu que la femme reste plus à la maison, elle commence à s'en occuper, et tout à coup, l'homme commence à lui déléguer en fait de plus en plus ces tâches-là, où elles se font automatiquement. Et donc forcément, vu qu'on les fait plus souvent, on sait mieux les faire, donc on n'a plus envie de les déléguer. Et donc forcément, c'est là où cette inégalité se crée. Alors, c'est une inégalité où, tout à l'heure, j'ai aimé le mot que tu as employé, c'est répartition, en fait. Est-ce que cette répartition, elle est obligatoire ? C'est ça, en fait, parce que tout à l'heure, on disait, est-ce qu'on peut être féministe et femme, maman, etc. Parce que peut-être qu'on a associé le féminisme à autre chose qu'à de l'égalité. On l'a associé à un combat, on l'a associé à une revendication. Alors que finalement, tu me dis, je suis féministe, j'ai 4 enfants, tout ce que je demande, c'est que la répartition se fasse. Tout ce que je souhaite, c'est que la répartition se fasse, y compris pour mes enfants. Oui.
Et c'est bien la définition du féminisme, une égalité des genres qui sera bénéfique à tous et à toutes. C'est pas un combat des femmes contre les hommes, c'est ce qu'on pense souvent. C'est ça. Mais c'est pas du tout ça. Et toutes les études montrent aussi que plus d'égalité bénéficiera à tous. Une femme qui fait moins à la maison, elle aura plus envie de se coucher plutôt avec son mari et d'avoir une vie. Enfin, on voit aussi que quand il y a une meilleure répartition, il y a une vie sexuelle plus épanouie, par exemple. Donc ça bénéficie à tout le monde, aux hommes comme aux femmes. Quand la charge mentale diminue, forcément, il y a plus de disponibilité pour plein d'autres choses. Qu'est-ce que tu donnerais comme définition pour la féministe de 2024 ? C'est une question difficile. C'est-à-dire dans la définition de comment elle est de ce qu'elle... Qu'est-ce que... Parce qu'on dit toujours les féministes des années 80, moi quand je parle de Gisèle Halimi, qui est bien... Voilà, je parle de revendications, de manifestations, de démonstrations, d'actes publics, etc. Est-ce que la féministe des années 2020 a autant besoin d'être... les suffragettes, c'était le début du siècle dernier, quoi. Alors, je pense que le défi le plus important des féministes de 2024 et de 2025 et des années à venir, c'est de comment mieux inclure les hommes, en fait. Ouais, c'est ça. Et comment travailler avec eux et pas contre eux. Et aussi d'adresser cette grande problématique qui est la masculinité toxique qu'on voit aujourd'hui. Ouais. Que ça soit des influenceurs ultra-violents avec des idées ultra-traditionnalistes, etc. Et je pense qu'il y a vraiment un combat qui reste à faire dans ce domaine-là, de comment travailler avec les hommes, les garçons aussi plus jeunes, qui voient ces images diffusées sur les réseaux sociaux, des youtubeurs très actifs, et de ensemble remettre en question cette définition de la masculinité. C'est peut-être aussi je dirais pas une faute du féminisme de ne pas avoir pu ou su bien inclure les hommes dès le départ, et que c'est devenu tout de suite un combat l'un contre l'autre, un système très binaire, alors que c'est pas nécessairement dans cette direction qu'il faut aller, mais au contraire œuvrer ensemble et surtout s'adresser aux jeunes garçons aussi. Ce que je suis en train de dire, c'est que le féminisme, ce n'est pas une affaire de femmes. Non, seulement. Exactement. Et ça aussi, on pense souvent que c'est aux femmes de porter ce fardeau, alors que pas du tout. Et d'ailleurs, heureusement, de plus en plus, on rencontre aussi des hommes qui sont très féministes et pour qui le combat est évident également. Après, est-ce que ça reste un combat ou pas ? Je dirais malheureusement, oui. Il y a encore, parfois, on retrouve toujours les mêmes défis auxquels on était confrontés ou auxquels les féministes des années 70-80 étaient confrontés. Ouais. Dans certains pays, le droit de vote. Le droit même, enfin, dans certains pays, le droit à la parole. On parle aussi aux États-Unis du droit à l'avortement qui est remis en question. Il y a toujours des inégalités de salaire. On pense aussi aux violences faites aux femmes, qui est encore d'actualité. C'est aujourd'hui qu'on a aussi vu le procès, enfin l'issue du procès de Gisèle Pelicot, et on voit que ça reste quand même encore les violences faites aux femmes, les violences sexuelles existent quand même tout autant, et le défi, ça sera aussi de mettre fin, parce que je suis une optimiste, mais d'y mettre fin, ou au moins de pouvoir mieux adresser cette dimension dans le domaine juridique. C'est vrai qu'on a tendance à oublier que le législateur aussi a son rôle à jouer dans cette évolution-là. Ouais. Parce qu'on part du code napoléonien, alors franchement, là, il n'y a pas du tout d'égalité dans le code napoléonien, qui est un code qui a beaucoup évolué déjà. Mais est-ce que cette action-là, auprès du législateur et de ceux qui font les lois, elle est... Est-ce qu'elle est, apaisée ou pas ? Parce que tu parlais tout à l'heure du droit à l'avortement aux États-Unis, notamment, parce que la Cour suprême a pris un arrêt qui est quand même déterminant dans le fait qu'on puisse accepter l'augure de nouveau interdire l'avortement, ce qui est quand même terrible. Voilà. Donc, où on en est là, dans ces discussions avec le législateur ? Tu me diras, ça dépend un peu des régions du monde, mais... Je pense que ça dépend beaucoup des régions du monde. On l'a vu avec l'issue du procès de Pelicot, par exemple. Il y a beaucoup d'activistes qui ont appelé que les sentences n'étaient pas assez fortes. Mais, il prend 20 ans quand même. Il a pris 20 ans, mais il y a aussi d'autres, les 50 autres hommes, il y en a certains qui ont pris entre 3 et 13 ans, si je ne me trompe pas. Ouais. Et il me semble que la famille a déjà dit que ce n'était pas assez, ce n'était pas suffisant, etc. Est-ce qu'on peut faire plus là-dessus ? Oui, je pense qu'on peut toujours faire plus, punir plus sévèrement. Je lisais là tout à l'heure, évidemment, les retours. Et surtout travailler en amont, en fait. Parce qu'il y avait certains
certains des accusés qui ont dit à la cour, même ceux qui se sont excusés, etc., ils disaient je ne savais pas qu'il fallait que je recueille le consentement, par exemple. Il m'a dit j'ai appris pendant le procès que les femmes n'appartiennent pas aux hommes, etc. Ouais. Donc c'est quand même c'est énorme encore. On peut se poser la question quand même de comment ça se fait que autant d'hommes ont considéré ça presque normal d'avoir une relation sexuelle avec une femme qui n'était même pas consciente. Exactement, ouais. Et ça, c'est vraiment encore un défi aujourd'hui, je pense, quand on parle que ce soit du consentement avec les jeunes, avec des hommes qui ont commis ces crimes-là aussi, bien sûr. Est-ce qu'il y a assez d'éducation dans les écoles à ce sujet? Est-ce qu'on en parle assez? Est-ce qu'on le voit assez dans les médias, etc. En tout cas, quand moi j'étais plus jeune, on parlait très peu du consentement. Mais est-ce que tu ne trouves pas que par moments, aujourd'hui, c'est trop exacerbé aussi? Parce que quand on entend, là je lisais récemment, qu'il y a certaines catégories de sportifs ou d'athlètes très en vue, ils sont obligés de faire signer des consentements écrits qui ne valent rien. Mais enfin, est-ce qu'on ne va pas un peu trop loin aussi? Je ne sais pas. Alors, je pense toujours qu'au niveau du consentement, si on est assez confortable pour toucher quelqu'un, ça veut dire qu'on peut aussi lui poser une question avant. Bien sûr. Après, un consentement écrit, c'est peut-être pas nécessaire, mais... Surtout que, de ce que j'ai compris, ça n'a pas de grande valeur juridique non plus. Hein. Non, donc, voilà. Donc, si ça n'a pas de valeur juridique, dans ces cas-là, surtout qu'on peut aussi dire oui pour une pratique, mais pas pour une autre. Est-ce qu'on va faire signer à chaque fois? C'est aussi compliqué. Ouais, et puis, là, nous sommes entre femmes, Vibeke, mais... On peut être d'accord toutes les deux que tu peux dire oui et puis changer d'avis. Exactement, oui, exactement. Mm-hmm. Et ça, parce que c'est passé un truc dans la minute qui a suivi, parce que finalement non, parce que... Est-ce que ça, c'est... Et ça, c'est essentiel aussi que les personnes le comprennent, en fait, que les hommes, par exemple, comprennent ça, que le consentement, c'est à chaque étape. C'est pas parce qu'on dit oui pour une certaine pratique qu'il faut dire oui pour une autre pratique, et qu'on a le droit de changer d'avis, et qu'on a le droit d'embrasser à 23h, mais de pas avoir de relations sexuelles à 1h du matin. Ça, c'est absolument... Et bien entendu, des personnes qui sont... ivres, inconscientes, ne peuvent pas donner leur consentement. Et ça aussi, il faut absolument adresser ça et surtout en parler et surtout éduquer et informer, parce que c'est peut-être aussi beaucoup de là d'où vient ce manque, en fait, cette mauvaise compréhension, parce que beaucoup de jeunes garçons ne sont pas du tout informés à ce sujet encore. Alors, tu parles beaucoup d'éducation. Hein. Est-ce que ça veut dire que les générations qui arrivent ont une chance d'y arriver, alors que celles qui sont déjà grandes, c'est fini? Non, je veux dire, alors j'espère que oui, bien sûr, les jeunes générations auront la chance d'y arriver, j'en doute pas. Je suis une éternelle optimiste, sinon je ne pourrais pas faire cette activité. Après, je pense aussi que les générations plus âgées peuvent bien sûr y arriver, si elles ont envie d'apprendre. Ouais. Et d'ailleurs, à travers notre association, on fait aussi des ateliers, pas nécessairement sur le consentement, mais sur l'égalité, l'inclusion, la diversité, dans des entreprises, avec des personnes adultes de tout âge. Et on voit des changements, et on voit cette étoile qui arrive tout soudain dans leurs yeux en disant « Ah, je n'avais jamais pensé à ça ». Et ça, c'est merveilleux de pouvoir être témoin de ça, en fait, de voir que même à tout âge, si on a envie d'apprendre, on peut apprendre. Et ça me fait penser à une citation qui disait « Si tu n'as pas un peu honte de qui tu étais il y a un an, c'est que tu n'évolues pas assez vite ». Et j'y pense souvent, parce que ça m'arrive bien sûr à moi également. Et je pense que ça fait partie de l'évolution tout le temps, de pouvoir remettre ses propres idées en question et d'avancer dans cette direction. Oui, là tu dis quand on n'a pas évolué en un an, c'est que voilà, faire du surplace, c'est dommage. Moi, j'avais une question... à te poser sur quand on voyage autant que ce que toi tu voyages, est-ce que c'est pas plus facile d'évoluer que quand on reste toujours au même endroit? Oui, je pense. Alors j'ai de la chance et le privilège de pouvoir voyager. Parce que tu voyages vraiment beaucoup. Oui. Enfin beaucoup. Non mais dans le sens, on voyage tous pour nos métiers, enfin plus ou moins d'ailleurs, hein, mais toi tu as quand même une cadence qui est assez soutenue. Oui, alors assez soutenu. Donc je voyage un petit peu de manière professionnelle, et aussi on a eu de la chance d'avoir pu faire un voyage de 4 mois en Amérique du Sud avec nos enfants cette année, et de découvrir des pays très divers, très différents. Vous avez une appétence pour le voyage en plus, hein? Oui. Au-delà de... Ouais, parce que tu es conscient que toutes les familles ne font pas 4 mois en Amérique bien du sûr, Sud. Bien sûr. Et voilà. je suis consciente que c'est vraiment un énorme privilège de pouvoir faire ça avec nos enfants. Je pense aussi qu'on a le privilège de vivre dans un endroit
incroyable et très spécial comme Monaco, mais qui ne devient que plus spécial quand on peut aussi voir comment c'est ailleurs et qu'on se rend compte vraiment du privilège. Je pense surtout à la sécurité qu'offre Monaco. C'est pas quelque chose qu'on voit partout et c'est de plus en plus rare. Et en effet, je pense que ça ouvre les yeux. À Monaco, on a aussi la chance d'avoir énormément de cultures différentes, de personnes qui ont des profils absolument incroyables et fantastiques, et d'être confronté à ça, à ces réussites, à ces parcours de vie tellement divers et différents. Bien entendu, c'est une chance, et ça, pour moi, plus je voyage, plus j'ai envie de voyager. Ouais, c'est sûr que la Terre est grande, on est tous différents, il y a des sociétés différentes, il y a des cultures différentes. Est-ce qu'il y a des traits d'union entre toutes ces cultures ? Est-ce qu'il y a des choses que tu reconnais malgré les différences ? Oui, bien sûr. Je pense une chose, c'est évidemment, vu que j'ai des enfants, je remarque très vite ça, c'est chaque parent dans toutes les régions du monde ont envie que leur enfant, veulent le meilleur pour leur enfant. C'est la priorité de chaque parent, c'est notre humanité. Ça, c'est une vraie humanité naturelle. Ouais, c'est une vraie humanité naturelle, et cette capacité aussi à accueillir l'étranger au final, ça c'est quelque chose que je trouve très beau, de vouloir montrer sa propre culture à d'autres et d'en être fier. Pour les traits positifs, heureusement, il y en a beaucoup. Les traits négatifs, et ça c'est très intéressant, je pense, on voit justement ce système du patriarcat qui existe partout aussi, qui s'est vraiment développé dans quasi toutes les régions du monde. Et on voit qu'on parle de violence contre les femmes aussi. Mais parce que c'est l'histoire de notre civilisation, en fait. Ouais. C'est le poids. On est en 2024, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire, alors, suivant les religions, c'est pas tout à fait la même date, hein, mais il y a quand même des millénaires, qu'ils soient en 1000 ou en 2000 ou en 3000, il y a quand même des millénaires. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, est-ce que tu penses que le poids de cette histoire peut s'alléger ? Oui, j'espère. J'espère qu'on pourra œuvrer ensemble. Je suis un peu partagée sur cette question, parce que parfois j'ai l'impression qu'on fait un pas en avant et deux pas en arrière. On en parlait tout à l'heure, où on a toujours les mêmes défis au final qu'on rencontre. Mais d'un autre côté, je crois au meilleur de l'humanité, donc j'ai envie de penser qu'on peut aller de l'avant, qu'on va de l'avant. Mais quand j'entends encore certains commentaires, certaines attitudes, je vois que le chemin est encore long, et surtout, comme disait Simone de Beauvoir, il ne faut jamais baisser les bras, car il suffira d'une crise politique, économique, religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Et c'est plus juste, c'est encore tellement juste aujourd'hui. Alors, il faut jamais baisser les bras. Ça c'est un point important. Tu vois, parce que là aussi, ce que j'ai envie de dire à une femme, ou de demander à une femme d'engagement, c'est est-ce que c'est possible pour toi de comprendre que tout le monde n'a pas le même sens de l'engagement ? Ça ne veut pas pour autant dire que les gens baissent les bras, mais c'est pas toujours simple. Là c'est une question pour toi. C'est pas toujours simple de rester dans l'engagement. Non, c'est pas toujours simple, et parfois on a envie de tout arrêter. Ben oui. Ça, c'est sûr. Ouais. Il y a des moments. Tu parlais de cette charge mentale. C'est une charge mentale supplémentaire, l'engagement. Oui, absolument. Et une grosse charge, parce que là, c'est une responsabilité collective qui est quand même. Absolument. Et pour moi, parfois j'ai envie de tout arrêter, et au final, je me rends compte que j'y arrive pas. En revanche, pour protéger mon entourage, j'ai arrêté d'avoir des conversations, on va dire, de restaurants ou de café avec des amis ou des connaissances dont nos idées sont complètement à l'opposé, parce que ça ne sert à rien. En fait, on ne convaincra pas tout le monde. Mais au contraire, d'avoir des conversations plus productives, une approche moins confrontationnelle. Et, moins frontale, oui. Moins frontale, voilà. Moins frontale. Ça peut être venu avec l'âge aussi. Mais aussi surtout de me dire que je ne pourrais pas changer tout le monde, mais une grande partie. Enfin, ouais. Oui, après, j'ai discuté avec Donatella Campioni, qui était à ta place il y a quelque temps, et je lui posais cette question. Elle me disait, le plus dur pour moi, mais ce qui m'a sauvée aussi, c'est d'admettre que je ne pouvais pas sauver tout le monde. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est vraiment une question difficile et importante, mais aussi récemment, j'ai vraiment aussi compris que parfois, si on peut changer la vie de quelques personnes,
tout petit, ça peut avoir des grandes conséquences également. Et c'est pas parce qu'on peut pas changer tout le monde ou avoir un impact partout que les petits impacts n'ont pas nécessairement une grande importance. Et ça, je l'ai aussi compris avec l'association en œuvrant de plus en plus à Monaco, en disant mais à Monaco aussi il y a du travail à faire, Monaco dans la région, etc. Il y a quand même aussi du travail à faire, et même si on fait un atelier pour une classe de 5e, ça sera quand même 25 enfants, et ça c'est quand même formidable de pouvoir avoir un impact local aussi dans une communauté qu'on connaît bien, et ça pour moi ça me tient beaucoup à cœur aussi, parce que j'ai vu qu'on peut faire beaucoup même en étant petit. Ouais. Alors, c'est vrai qu'on peut faire beaucoup, mais non, ça colle vraiment à Monaco, ce que tu dis, hein, on peut faire beaucoup même en étant petit. Mais est-ce qu'il n'y a pas des moments quand on a l'engagement comme toi et qu'on sait exactement quel objectif on poursuit, est-ce qu'on n'a pas la tentation parfois de vouloir dépasser le petit ? Oui, bien sûr, toujours, oui. Toujours, on espère toujours qu'on pourra avoir une résonance supplémentaire. Absolument, quoi. Absolument, ouais. Mais après, c'est aussi difficile de mesurer justement cette résonance. Donc, qui sait, peut-être qu'on a eu une résonance beaucoup plus loin, peut-être qu'on l'aura dans quelques années. On ne sait jamais à qui on a parlé, à qui aura adopté cette cause et qui fera un changement aussi. Et donc, c'est aussi difficile à mesurer, en fait, l'impact de la vague qui est lancée. Donc, mais bien sûr. À quel moment dans ta jeunesse, parce que j'imagine que c'est arrivé assez tôt, mais tu vas me répondre, à quel moment tu prends conscience que c'est quelque chose qui te porte, l'engagement ? Alors, très tôt, j'ai un papa qui était banquier, et j'ai très tôt réalisé que malheureusement les chiffres, c'était pas pour moi, donc je n'allais pas reprendre sa banque et ses activités. Et ensuite, je pense que j'ai été dirigée très tôt vers ce domaine associatif. J'ai aussi le privilège de pouvoir faire ça avec mon temps, mais j'ai aussi travaillé quelques années à Bruxelles dans le domaine du désarmement, et des activités non nucléaires. L'abolition des armes chimiques. Exactement. Et donc ma chef de l'époque était ce qu'on va dire une experte genre aussi. Donc c'est elle qui m'a complètement plongée là-dedans. Elle a travaillé avec des femmes qui avaient été victimes de violences sexuelles en temps de conflit. Et donc je suis un peu tombée là-dedans comme ça. Et petit à petit, je me suis rendu compte que en fait ces violences sexuelles ou ces violences conjugales, etc., c'était en fait le produit ou les conséquences de toutes les inégalités. Et c'est pour ça que j'ai voulu travailler vraiment sur cette dimension. Donc ça c'était après avoir travaillé avec des femmes qui avaient été victimes. Et tu mesures tout de suite ce que ça va représenter comme effort, comme persévérance, comme temps, comme implication ? Non, pas tout de suite, mais assez rapidement. Ce qui est frustrant, comme dans toutes les activités, c'est souvent de passer beaucoup de temps sur des petites choses, alors qu'on a envie que ça aille vite, on a envie que les gens adoptent une cause tout de suite. Ce qui est aussi difficile, c'est que forcément, quand on est passionné par une cause, on ne comprend pas que tout le monde ne soit pas passionné par cette cause et que tout le monde a ses propres intérêts. Mais ensuite aussi, c'est la chance aussi de rencontrer énormément de personnes qui sont passionnées par ça et de pouvoir collaborer et de pouvoir travailler ensemble. Oh, c'est la rencontre avec Céline, ça. Céline Cotalorda, parce que on a eu la chance de la recevoir, et puis on a eu la chance aussi de travailler avec elle sur la dernière campagne dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes. Céline qui parlait de son engagement et qui disait c'est devenu une évidence. Est-ce que votre rencontre c'est une évidence aussi ? Oui. Je pense qu'au début, alors bien sûr, ça a été la création du comité a pu fédérer en fait ces actions qui avant étaient peut-être moins concentrées ou très individuelles, et de voir arriver Céline à ce poste, ça a vraiment fédéré les actions autour des droits des femmes, et le fait de pouvoir travailler ensemble de manière harmonieuse avec le gouvernement, parce que c'est quand même essentiel au final. Il me semble que l'État reste dans cette problématique-là, je suis désolée d'appeler ça une problématique, mais c'est vrai, l'État reste une référence, ou en tout cas un acteur majeur. Absolument. Et surtout, c'est absolument essentiel de travailler ensemble. Il me semble que c'est le devoir des associations de porter une cause au début, de sensibiliser là-dessus, d'en parler. Et après, sans le soutien du gouvernement, on ne pourrait plus aller
peut pas aller très avancer, loin. Voilà. On ne peut pas avancer parce qu'il y a le législatif, mais pas que. Il y a l'exécutif, il y a le judiciaire, il y a le sociologique, il y a le psychologique, il y a le financier. Enfin, Absolument. On se retrouve... est-ce que... Oui, il y a certainement des moments où on se dit la tâche est immense quand même. Oui, la tâche est immense. Je pense que beaucoup a été fait dans les 5-6 dernières années depuis la création du comité. C'est vrai. Ça a aussi permis aux autres associations qui peut-être ne travaillaient pas nécessairement ensemble avant de faire des partenariats, de travailler mieux ensemble, de mieux savoir aussi quels sont les acteurs. Il y a eu cet effet fédérateur. Exactement, voilà, effet fédérateur. Il y a aussi eu des soutiens financiers aussi du comité qui aident des petites associations à réaliser des projets, des idées. Et puis surtout une bonne coopération globale. Et comme on le disait, le soutien du gouvernement est essentiel pour porter des petits projets et les rendre très grands. Quand on parle de la journée du 25 novembre, ça fait plus de 10 ans qu'on travaille dessus, qu'on sensibilise, qu'on fait des actions. Et heureusement, maintenant, le comité a vraiment repris cette journée. Tu sens les choses évoluer là-dessus ? Sur les violences conjugales. Et sur cette... alors, malheureusement... moi, à travers toutes les interviews que nous avons conduites dans le cadre de la campagne, on se rend compte qu'il y en a encore beaucoup. Mais est-ce que sur le maillage, le dispositif en place, les interlocuteurs potentiels, est-ce que les choses ont évolué ? Oui, je pense quand nous on a commencé à travailler dessus il y a plus de 10 ans, on a vu qu'à Monaco il y avait quand même une bonne structure, une structure d'aide, mais qu'il manquait de l'information dessus. Il n'y avait rien. Personne n'en parlait, on ne savait pas où s'adresser. Parfois c'est nous qui recevions en tant qu'association des appels alors qu'on n'est pas nécessairement formés pour ça. Et là, grâce au comité et à ces actions, on comprend mieux comment ça fonctionne. On a fléché le parcours, Voilà, on se dit aussi comment est-ce qu'on peut mieux assister des personnes qui pourraient être victimes de violences. Là, il y a une information qui est beaucoup plus claire, beaucoup plus fluide. Ensuite, on n'en parlait pas plus tard qu'hier avec Céline, c'est aussi maintenant comment fédérer le grand public, comment mieux informer le grand public. Parce que forcément, quand on est dedans, quand on travaille dedans, ça nous intéresse, on va aux conférences, etc. Mais comment mieux informer le grand public de encore ce fléau, enfin cette problématique. Mais parce qu'on est à cheval, on est certainement à cheval sur deux problématiques. Hein. Il y a l'information publique et puis il y a la pédagogie. Parce que quand tu parles de sensibiliser les plus jeunes, c'est de l'apprentissage, c'est vraiment de l'explication et un nouveau fléchage. Oui. Parce que si on veut sortir du patriarcat, en fait, finalement, il faut montrer comment. Parce que c'est pas spontané. Absolument, oui. Et c'est là aussi de nouveau où il me semble essentiel de travailler notamment avec les jeunes garçons depuis un âge très tôt, de parler de ce qu'ils voient sur YouTube, sur d'autres chaînes, etc., où on retrouve des discours qui datent des années 50, qui banalisent une certaine violence, une certaine manière de traiter les femmes, etc. Et comment est-ce qu'on peut vraiment essayer d'adresser cette problématique. Parce que toi, tu serais plutôt pour cette approche... alors, on appelle ça inclusif, y compris dans l'orthographe, y compris dans... Est-ce que oui ou non, l'abolition du rose et du bleu, tout ça c'est caricatural, bien sûr, mais est-ce que oui ou non, ça te semble être une façon d'avancer sur la route ? Alors, l'écriture inclusive, c'est une question vraiment complexe parce que aussi une langue comme le français, elle est quand même très sexiste. La question ne se pose pas en anglais, par exemple. Voilà, exactement. En anglais, c'est beaucoup plus simple. Aussi, il me semble que c'est en suédois. On a aussi adopté un pronom neutre au lieu du il ou elle. Et en français, par exemple, on pourrait utiliser le yel. Pour ça, je ne suis pas contre parce qu'on a tendance quand on ne connaît pas le genre de quelque chose, on va automatiquement le masculiniser et ça peut être très... Ce que les anglo-saxons font pas. Hein. Les Anglais, ils disent it. Oui, it, voilà. D'ailleurs, quand un petit francophone ou une petite francophone commence à apprendre l'anglais, il y a ce pronom neutre qui est quand même une curiosité. Oui, oui. Hein, et culturellement, ça change tout. Oui. C'est ça, culturellement. D'ailleurs, les anglophones, quand ils apprennent le français, ils ont du mal avec ce féminin masculin. Oui. Et généralement, ils se trompent. Oui, tout à fait. Le porte, pendant longtemps, ça fait sourire, mais culturellement, c'est révélateur de quelque chose, non ? Oui, culturellement. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il me semble au XVIIIe siècle, par exemple, il y avait en français, on accordait l'adjectif avec le dernier nom. Donc, on pouvait dire les filles et les garçons sont beaux, mais les garçons et les filles sont belles. Et, ça a été abandonné. Hein. Ça a été abandonné.
Pourquoi pas revenir vers là? Alors on dit, bon, si on l'a abandonné, c'est que ça ne fonctionnait pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'on l'a abandonné parce que justement non, c'était parce trop que égalitaire? Napoléon n'était pas de cet avis. Et voilà. Et parce que l'histoire est jalonnée d'hommes. C'est ça. Qui ont façonné un peu notre société. D'ailleurs, quand on parle de Cléopâtre, on a toujours l'impression... Et puis il y avait cette reine pharaon qui se cachait derrière un accoutrement d'homme. Oui. Alors que c'était une femme au pouvoir. Est-ce que voilà, fondamentalement, je sais, on n'est pas là pour répondre à la question, mais fondamentalement, est-ce que tu as la conviction que ça, on peut le dépasser? Oui, mais il faut bien réviser les manuels d'histoire parce qu'on a quand même beaucoup effacé les femmes et on a souvent effacé leurs contributions, que ce soit au niveau des inventions, au niveau scientifique, au niveau des artistes, bien des sûr. Écrivains, écrivaines, etc. Et ça, il faut vraiment re-questionner ce qu'on voit, mais aussi ce qu'on voit dans l'espace public, que ce soit les statues, le nom des rues, etc. On penserait que ce sont que les hommes qui ont fait l'histoire, alors que c'est bien évidemment pas le cas. Les femmes ont eu un rôle énorme, mais qui a souvent été petit à petit effacée et qu'on a ignoré ou quand on lit aujourd'hui les livres d'histoire, on a l'impression qu'elle n'existait pas. Et ça, pour moi, c'est une erreur historique en fait, parce qu'on voit que les femmes... je suis en train de lire un roman sur toutes ces infirmières qui ont été envoyées au Vietnam, par exemple, et qui ont joué un très grand rôle dans l'effort de guerre américain. Mais on n'en parle jamais. On parle toujours de ces vétérans hommes qui sont partis et qui ont fait la guerre là-bas, alors que, par exemple, les infirmières aussi sont parties. Voilà. Et donc ça, dans c'est les mêmes exemple, conditions que les hommes. Dans les mêmes conditions, etc. Quand on est une femme, on visualise très vite le problème. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Et ça, c'est qu'un exemple parmi tant dont on parle peu. Et aussi, nous, on demande... Alors, quand on fait des ateliers ici dans les écoles, on commence souvent en demandant aux étudiants de prendre un petit papier et d'écrire le nom de 10 personnages historiques. Alors, ils écrivent ça, ils ont quelques minutes. Et évidemment, avec très peu d'exceptions, ils ne listent que des hommes. Ce qui est bien, c'est que si ça tombe autour de la Sainte-Dévote, ils vont noter Sainte-Dévote. Et après, ils connaissent Anne Frank. Et s'ils ont fait un programme en physique il n'y a pas trop longtemps, ils vont peut-être mettre Marie Curie. Mais, oui, j'allais te dire Marie Curie. Voilà, c'est ça. Donc, et tranquille, ça s'arrête là. Marie Curie à chaque fois. Voilà, ça, ils savent la mettre. Mais sinon, on voit tout de suite qu'ils vont lister. Mais après, je l'ai vu aussi dans l'école de mes enfants quand ils étaient petits, il me semble, au début du primaire. Ils avaient aussi un programme où ils ont appris la vie puis le parcours de 13 artistes. Quand j'ai vu le programme, c'était 13 artistes masculins et 13 artistes blancs. Donc là aussi, forcément, c'était il y a 5-6 ans. Hein. C'est important que tu arrives sur ce terrain-là parce que quand on parlait tout à l'heure de la diversité, qui fait partie des points que tu soutiens, la diversité, elle n'est pas seulement dans les genres, elle est aussi dans les religions, elle est aussi dans les ethnies, elle est aussi dans les races. Qu'est-ce que tu penses qui peut être le déclic dans le discours public pour que cette diversité, elle ne soit plus adressée? C'est-à-dire que finalement, ce qu'on disait tout à l'heure, ce sont des individus, ni des femmes, ni des hommes, ni des blancs, ni des noirs, ce sont des êtres humains. Est-ce qu'on arrivera un jour à avoir cette disparité effacée? Je ne sais pas si on arrivera un jour. Je pense que plus on a de diversité, souvent plus elle est acceptée. C'est ce que montrent aussi beaucoup d'études, c'est que les personnes qui vivent dans des villes très diverses... en diversité, quand on a 122 nationalités, on a une certaine diversité quand même. Oui, une certaine diversité dans les nationalités. Après... c'est vrai qu'encore de voir certaines religions, etc., c'est encore... mais je pense plus on voit la diversité tous les jours, plus on l'accepte en fait. Et on voit aussi que dans les études, en principe, montrent qu'on voit plus de taux de racisme, plus d'électeurs du Front National dans les petites campagnes où ils ne sont pas confrontés justement à cette diversité en fait. Et là, j'espère qu'avec le temps, l'acceptation, que les choses vont s'apaiser en fait dans ce domaine et que plus dès la jeunesse, quand on est confronté à des personnes qui viennent de milieux très différents, on accepte la différence, on accepte aussi que nous ne sommes pas le centre du monde. Mais je pense que ça vient aussi de la manière dont
dont l'histoire est enseignée Ah aussi. ouais. Enfin, moi, je me souviens quand j'étais à l'école à la fin des années 90 et quand on parlait du colonialisme, c'était quelque chose qui était célébré. C'était la France est Oui, grande, on a la fait France. grandir des pays. Bon, on a Ouais. fait grandir des pays, on leur a donné la civilisation, etc. Je pense qu'aujourd'hui, dans les programmes scolaires, ça a été remis en question, etc. Mais ça aussi, c'est essentiel. C'est comment est-ce qu'on en parle dès l'école, etc. Et, Est-ce que tu comprends la crainte de la différence? oui, parce que c'est la crainte de l'inconnu au final. C'est souvent la crainte de l'inconnu. On voit aussi une certaine. On peut aussi voir évidemment des opinions, enfin des partis politiques qui jouent là-dessus. Ouais. Et c'est facile. On est dans une époque où les politiciens jouent beaucoup sur les peurs quand même. Exactement, voilà. Tant que les politiciens peuvent jouer sur ces peurs, et ben c'est aussi facile de tomber là-dedans aussi. Si on ne connaît pas la peur de l'inconnu, c'est naturel aussi. On a envie de protéger ce qu'on connaît, nos valeurs, enfin ce avec quoi on a grandi, etc. On a envie de protéger ça. C'est aussi naturel. Et là, de nouveau, c'est l'éducation et l'ouverture vers le monde qui changera ça. Mais toi, tu te dis, quand tu crées ton association, parce que tu m'as dit, hein, je suis venue à l'engagement, et à un moment donné, tu passes à l'action. Parce que créer une association, c'est passer à l'action. Hein. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis, au-delà de l'impact que je veux faire, voilà, je veux inscrire ça dans une évolution. Oui. Est-ce que c'est... Oui, absolument. Et c'est aussi pour ça que très tôt, on a vu l'importance de travailler avec les écoles aussi. Ouais, c'est ça. Là, par exemple, un de nos projets phares, c'est bien entendu Mona Règle, qui vise à briser tous les tabous autour des règles. Oui, on disait ça dès le début. Hein, je disais, parce que ça peut... Attention, hein, dans nos sociétés patriarcales, les protections périodiques, alors là... Ouais. Comme si ça n'existait pas. Tout à l'heure, on parlait de la guerre au Vietnam et de ces femmes. Alors moi, tout de suite, quand tu m'as parlé de ça, je me suis dit, les pauvres. Ouais. Parce que quand on est une femme, on sait ce que ça représente. Ouais. Et donc, dans ces conditions-là, ça peut poser des problèmes extrêmement difficiles à résoudre. Hein. Absolument, absolument. Ouais. Et surtout quand c'est tabou, c'est d'autant plus difficile à résoudre. Surtout quand on ne peut pas les adresser, ces problèmes, et dire et comment je fais si j'ai pas de tampon. Alors, ça peut faire sourire. Hein. Ouais. Ouais. Et c'est vrai que ça fait souvent sourire à Monaco parce que bien entendu la plupart des personnes ont les moyens de s'acheter tampons, serviettes, oppressions périodiques, etc. Et c'est pas seulement ce qu'on appelle la pauvreté menstruelle, mais aussi l'inégalité menstruelle. C'est simplement que c'est de nouveau cette charge mentale qu'on doit toujours y penser, qu'il faut toujours avoir ce qu'il faut sur soi, que les règles peuvent arriver à des moments imprévus, et que vu qu'il y a un tabou, c'est plus difficile à demander. Par exemple, si je me blesse au doigt, je pourrais aller demander à ma collègue ou mon collègue de travail, est-ce que tu as un pansement? Mais vu qu'il y a un tabou autour des règles, c'est plus difficile de demander à sa collègue de travail est-ce que tu as un tampon, etc. C'est quelque chose qu'on chuchote. Bon, encore entre femmes, on finit par y arriver. Enfin, heureusement, là aussi, les choses ont tellement évolué qu'on finit par passer la tête et dire t'as pas un tampon là parce que franchement, je suis pas bien, quoi. Ouais. Et alors que ça reste encore difficile de dire à un homme est-ce que dans la cantine de guerre là qu'on a dans la pharmacie, est-ce qu'il y a des tampons, quoi. Oui, bien sûr, d'autant plus difficile, ouais. Voilà, mais est-ce que tu penses vraiment que on va arriver à s'émanciper de ça? Est-ce que nos enfants, nos garçons, nos filles c'est sûr, mais nos garçons, est-ce qu'ils vont être prêts à regarder ça en face? J'espère. Alors justement, on fait des ateliers pour les filles et pour les garçons. C'est en classe de 5e dans tous les collèges de la Principauté, où on parle justement de ça. On sépare les filles et les garçons, on en parle ouvertement avec les garçons. Pour moi, c'est un immense privilège de faire ça parce que je me rends compte que il y a certains garçons, c'est peut-être la seule fois de leur vie où quelqu'un leur parlera ouvertement des règles. Tampons. Voilà. Et pas que de tampons d'ailleurs, mais des règles de santé menstruelle, du cycle menstruel, etc. Et je vois certains jeunes garçons qui regardent comme ça d'un air très curieux. Et c'est aussi des ateliers qu'on fait en entreprise, donc pas nécessairement sur les règles, mais sur l'inclusion des personnes qui ont leurs règles au travail. Et je vois même certains hommes adultes qui me disent « Ah, je n'y avais jamais pensé. Ah, je ne savais pas. Et ils sont un peu sans voix. Ils me disent « Mais mon Dieu, merci d'en avoir parlé. Parce que je ne savais pas du tout que pour une femme, ça pouvait être compliqué, qu'elle pouvait avoir des douleurs. » La première inégalité, elle est là. Oui. Alors, tu me diras, elle est fondamentale. Hein. Les hommes vont te répondre « Oui, mais moi, je ne donne pas la vie. » Bon, ok, très bien. Mais la première inégalité, elle est là. Oui.
Parce qu'une femme, ça, c'est une chose qu'elle ne peut absolument pas changer. Ouais. Elle peut faire plein de trucs, C'est ça. mais ça... Mais Voilà. et surtout qu'une femme, on ne choisit pas d'avoir ses règles. On parlait aussi tout à l'heure du fait que plus égalité bénéficie à tous et à toutes. Et là, de nouveau, une meilleure connaissance des règles, etc., des douleurs, de l'endométriose, etc. Ça va aussi créer un environnement de travail beaucoup plus inclusif où chaque personne bénéficiera d'un environnement plus apaisé. Et c'est pour ça que c'est essentiel d'en parler, de fournir aussi des protections périodiques pour ses équipes. D'ailleurs, toutes les écoles de Monaco sont maintenant équipées. C'est bien ça. Oui, c'est bien. Et j'ai eu beaucoup de retours de parents, d'étudiantes, etc., qui m'ont dit « Ah, c'est formidable, ma fille a eu ses premières règles, elle n'avait pas ce qu'il fallait, il y avait des tampons, il y avait des serviettes dans les toilettes, etc. C'est formidable. » C'est top. Ça, c'est vraiment top. Et il y a aussi plusieurs entreprises à Monaco. Je peux te dire qu'avec le recul, ça m'aurait facilité la vie. Oui, c'est ça, pareil. Mais surtout Est-ce que parfois tu regardes dans le rétro et tu te dis, mon Dieu, toutes ces femmes? Ouais. Ah mais clairement, oui. Et pour moi aussi, quand je me souviens de quand j'ai eu 14 ans, 16 ans, etc., on en parlait tellement peu, et de se dire, mais en fait, on porte toute cette charge. On est quand même 50% de la population à porter cette charge. Et quand on fait les ateliers, les garçons me disent souvent, mais pourquoi ou même les filles me demandent, mais pourquoi vous faites l'atelier pour les garçons aussi? Je dis, mais même si les garçons n'ont pas leurs règles, ils seront quand même confrontés aux règles d'une manière ou d'une autre. Ils ont une maman, une sœur peut-être, une copine, une compagne, une collègue de travail aussi peut-être que ça affectera. Et donc ça fera d'une manière ou d'une autre quand même partie de leur vie pour toujours d'une certaine manière. Et donc c'est pour ça que de pouvoir avoir des protections périodiques sur le lieu de travail, ça contribue en fait à alléger cette charge mentale des femmes qui doivent toujours se dire « Oh là là, mon chef m'a demandé de rester plus longtemps pour une réunion de travail, mais j'ai pas de tampon, le supermarché sera fermé, comment je vais faire? Où est-ce que je peux en trouver ?» Alors je mets au défi un homme dans un contexte professionnel à penser à ça. Et voilà, exactement, ouais. On n'y pense pas. Jamais. Ouais. Alors que c'est une chose où systématiquement une femme va se poser la question. Ouais. Mais pour moi, le moment Eureka là-dessus est vraiment venu quand j'étais dans un vol au retour de Vancouver sur Francfort. Donc c'était un vol qui durait plus de 9 heures. Et j'avais un tampon et il m'est tombé des mains, en fait, dans les toilettes de l'avion. Mince. Donc c'était, mince. Heureusement, j'en avais un autre, mais ça suffit plus c'est quand pour même, 9 heures. Voilà, pour 9 heures. Mais en même temps, tu parles à une femme, donc voilà, ça suffit c'est ça, pour 9 heures. Ça suffit pas pour 9 heures. Et pendant ce temps-là, j'ai regardé quand même un peu dans les toilettes, minuscules toilettes de l'avion, et il y avait quand même 12 rasoirs. 12 rasoirs comme ça, en libre. Je dis, mais pourquoi? Je comprends qu'il faut arriver bien rasé une réunion, mais c'est quand même moins important qu'un tampon, parce que sans tampon, on ne peut rien faire. Enfin, c'est du papier toilette, on sait tout ce que c'est. C'est un enfer. C'est un enfer. Et je me dis, 9 mais heures quand dans même, un avion. Voilà, 9 heures dans un avion. Sans protection, oh là là, c'est un enfer. C'est un enfer, c'est ça. Mais en revanche, l'avion fournissait gratuitement des rasoirs. C'est quand même... Et là, pour moi, l'inégalité est incroyable. Oui, mais il y a quand même, tu vois, il y a quand même des moments où tu te dis, tout ça a été pensé par des hommes, en fait. Exactement. C'est ça le problème. Et voilà, tout à fait. C'est quand tout à l'heure, tu as eu cette phrase où tu as dit, dans les années 80, les femmes ne travaillaient pas encore beaucoup, etc. Donc, dans les milieux professionnels, les milieux de réflexion, d'élaboration de tous ces services publics, il n'y avait pas de femmes. Donc, il n'y avait jamais quelqu'un pour mettre sur la table et dire, les gars, ok, les rasoirs, mais enfin, si vous ne mettez pas de protection périodique, ça va être compliqué. Ouais. Finalement. Et si aujourd'hui, tu regardes vraiment dans les avions, il n'y en a pas plus. Il n'y en a pas plus. Il y a certaines compagnies qui commencent à en proposer maintenant. La différence, c'est qu'il y a des hôtesses. Oui, exact. Ouais. Donc, au moins, à elles, en revanche, elles sont équipées, c'est sûr. Sont équipées, c'est sûr. Mais il y en a toujours, enfin moi pour l'avoir testé, il y en a toujours dans un des containers de l'avion, il y en a quelque part, il y en a toujours. Il y en a toujours. Mais c'est ce que tu dis justement avec le fait de c'est pensé par et pour des hommes souvent. Ça. Et ça c'est quelque chose qu'on voit dans énormément de domaines. On le voit dans la sécurité routière. Il y a un livre formidable qui parle de ça qui s'appelle Femmes invisibles, qui dit qu'une femme a quand même plus de risques de mourir dans un accident de voiture parce que le système de sécurité n'est pas fait pour elle en fait. Donc la ceinture de sécurité n'est pas pensée pour une poitrine. La femme est souvent plus légère, donc elle sera propulsée plus vite. Elle est souvent plus près du volant. Donc tout ça a un impact en cas d'accident, mais il n'y a aucune recherche qui est faite dessus. Non. Ça a été fait pareil pour les hommes. Et c'est pareil, la plupart des médicaments aussi sont testés que sur des hommes et pas sur des femmes, parce que les femmes, justement, peuvent tomber enceintes, ont leurs règles, etc. Mais justement, c'est aussi pour ça qu'il faut tester les médicaments sur elles.
On sait par exemple aujourd'hui que les symptômes d'une crise cardiaque ne sont pas du tout les mêmes chez les hommes et chez les femmes. Et justement, quand c'est pensé, quand le domaine public, entre guillemets, n'est pensé que par et pour les hommes, c'est là où on voit vraiment des inégalités qui perdurent et qui ne facilitent pas la vie des femmes. C'est sûr que ces inégalités qui perdurent, ça donne une idée du travail qui reste à accomplir, qui reste à faire. Tout à l'heure, on parlait de la sensibilisation internationale au plus haut niveau, etc. Et aussi du travail presque de quartier, je veux dire, autour de soi, dans sa famille, dans son entourage, etc. Est-ce que, ça c'est une question que je pose toujours, est-ce que tu comprends aussi les femmes ou les hommes qui se sont dit les droits des femmes, tout ça, la lutte pour les violences, contre les violences faites aux femmes, on fait des journées. Est-ce que franchement c'est bien nécessaire de faire des journées ? Alors la journée des droits des femmes, par exemple, la journée internationale de la fille qui est le 11 octobre, pour moi bien sûr ça reste malheureusement essentiel pour sensibiliser là-dessus. C'est vraiment un jour où on en parle. C'est pas un jour où il faut offrir des fleurs aux femmes, c'est pas le but, mais c'est quand même pour mettre en lumière. C'est pas la journée de la rose. Voilà, exactement. Mais c'est quand même la journée qui doit être utilisée pour mettre en lumière en fait ces défis, ces inégalités qui existent encore. Qu'on parle des inégalités domestiques, qu'on parle des inégalités de salaire, qu'on parle des violences conjugales. C'est vraiment une journée pour en parler, pour qu'on se souvienne tous et toutes que le combat n'est pas encore gagné, que l'égalité n'est pas encore atteinte et qu'il faut encore en parler. Et par exemple, on me demande souvent, mais pourquoi est-ce qu'il y a une journée de la fille ? Il y a une journée de la fille parce que les défis auxquels sont confrontées les filles ne sont pas toujours les mêmes que ceux auxquels sont confrontées les femmes. Selon les régions du monde, c'est l'accès à l'éducation, l'accès aux soins de santé, c'est aussi les mariages précoces, les grossesses précoces, l'accès aux protections périodiques, etc. Et ces journées existent vraiment encore, comme aussi la journée contre les violences faites aux femmes, pour montrer et pour nous rappeler à tous et à toutes que le combat n'est pas encore gagné et qu'il y a encore du travail à faire. Oui, et puis ça c'est aussi... Alors, moi, je faisais partie des gens qui disaient « Mais je ne suis pas une espèce en voie de disparition, je ne suis pas une baleine à bosse, etc. » Mais finalement, on réalise que c'est aussi le moment... justement, ça donne des moments de conversation, des moments d'expression, des moments d'événements qui permettent de replacer ces débats-là sur la place publique, finalement. Je pense qu'il y a ces journées et après il y a aussi parfois des événements clés dans les événements publics, on va dire, que ce soit le procès Pellico, le mouvement MeToo, d'autres événements clés comme ça qui soudain changent l'histoire, certains procès, etc., qui soudain, j'espère, changent l'histoire, modifient la perception, qu'on en a force des conversations, que ce soit à la table du dîner, que ce soit dans la presse, etc. Et c'est souvent certains événements clés, c'est seulement plus tard parfois qu'on se rend compte de l'importance qu'ils ont eue pour changer les mentalités, parfois les lois. Bon, le procès Pellico, en l'occurrence, c'est aussi un dossier qui aura créé tellement une émotion. Oui. Moi, je suis parfois surprise parce qu'il y a certains dossiers comme ça de viol ou d'agression sexuelle qui provoquent pas cette émotion. Mm-hmm. Parce qu'il y a cette histoire de qui a profité de l'autre, machin. Il y a ça aussi. On est dans une société d'hommes, donc tout de suite, ce truc de il n'y avait qu'à pas faire ça, voilà, il n'y avait pas qu'à s'habiller comme ça. C'est un peu facile. Mm-hmm. Et là, dans le dossier Pellico, il y a eu une émotion qui est presque unanime d'hommes et de femmes. Oui. Et pourtant, ils n'étaient quand même pas 2, ils étaient 50. Oui. Je pense qu'il y a eu vraiment 50 qu'on a trouvé. Oui, 50 qu'on a trouvé seulement, et qu'il a quand même réussi à recruter 50 hommes dans un périmètre de 60 km². Ouais. Donc quand on dit pas tous les hommes, non mais beaucoup quand même. Beaucoup quand même. Et je pense qu'il y a eu ça, il y a eu évidemment le fait qu'elle a choisi de lever l'anonymité. Est-ce que tu penses que c'est du courage ça, ou c'est du militantisme, c'est quoi ? Je pense que c'est du courage. C'est vraiment du courage, parce qu'elle aurait pu vouloir un procès anonyme, et je pense et j'espère que le fait que le procès n'ait pas été anonyme a contribué
probablement une sentence plus lourde, mais aussi vraiment à une sensibilisation. Ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on parle très peu de la soumission chimique. Oui. Et il y a une chose qui est intéressante, c'est qu'on a parfois entendu « Non, mais comment ça se fait qu'elle n'a rien vu, qu'elle n'a rien senti, qu'elle dormait ?» Et après, on dit « Mais en 10 ans, elle n'a jamais consulté. » Et en fait, oui, elle l'a consulté. Elle est allée voir des médecins. Et c'est fou parce que même les médecins n'ont pas remarqué, n'ont pas pensé qu'il pouvait s'agir de soumission chimique, etc. Alors qu'elle montrait quand même tous les signes. Elle était confuse, elle ne voulait plus conduire, elle avait des trous de mémoire, et on n'a jamais pensé à évoquer. Puis elle parle de désordre gynécologique, donc elle devait quand même avoir des preuves physiques sur elle. Et les médecins étaient tellement peu formés ou tellement peu préparés à ce genre de cas qui n'ont rien vu. Mais l'autre chose que je trouve fascinante dans ce procès, c'est aussi la manière dont Dominique Pellicot a été pris finalement. Ouais. C'est parce que, comme on le sait, c'est parce qu'il filmait en fait sous les jupes des filles au supermarché. Ouais. Et donc la police, heureusement, a agi. Mais ça montre aussi que souvent, ce qu'on peut appeler un petit crime, qui peut-être fait peu de mal à peu de personnes, quand il s'agit comme ça de crimes à nature sexuelle, c'est vraiment important que la police fasse son travail. Ouais. Parce qu'ils auraient pu s'arrêter là. Tu veux dire que la grosse déviance est parfois derrière la petite. Oui, voilà. Et que souvent, c'est des crimes qu'on a un peu minimisé en disant « Oh, il filmait que sur une jupe des filles, ça fait de mal à personne, on s'en fiche. » Et donc, on a un peu tourné la page. Alors que là, heureusement, les agents de police ont vraiment fait leur travail en vraiment saisissant son ordinateur, regarder les images, etc. Et ça a montré que derrière ce qu'on pourrait appeler une petite déviance, il y en a quand même une plus grande. Donc, il ne faut jamais minimiser ces actes-là. Ça aussi, dans l'intérêt policier, dans la curiosité policière, dans les structures policières, il y a eu de grandes évolutions, je dirais. Oui. Oui. Est-ce que c'est parce que c'est... Alors, c'est le signe d'un phénomène social ? J'espère. Quand on en arrive là, ça veut dire que la société a pris conscience ou... J'espère. Peut-être que les policiers étaient mieux formés que d'autres, plus aguerris. C'était peut-être aussi un coup de chance. Mais j'espère que c'est dû à un changement sociétal petit à petit de se dire déjà, ce n'est pas acceptable de filmer sous les jupes des filles. Il faut vraiment qu'on recherche derrière ce qui se cache derrière. Et aussi que c'est dû à un changement sociétal. Finalement, la morale de l'histoire et de l'histoire Pellicot, c'est qu'il n'y a pas de petit délit. Non, exactement. Ouais. C'est ça le truc. C'est ça. C'est de se dire petit ou grand, c'est pas normal. Exactement. Bon, tout ça a été mis à jour par des hommes, puisque dans l'équipe d'enquête qui s'est occupée du cas Pellicot, il y avait beaucoup d'hommes. Oui. Est-ce que ça veut dire aussi que il y a aussi des hommes qui sont pas comme ça? Oui, bien sûr, heureusement d'ailleurs, il y en a encore beaucoup. À part ton mari. Oui, à part mon mari, qui est beau. Qui est beau. Mais... Donc, oui, bien sûr. Et il faut pas... Je pense aussi que la plupart des hommes ne sont pas comme ça, que la plupart des hommes sont des alliés. Ça aussi, c'est quelque chose dont on parle souvent. C'est comment les hommes peuvent être des alliés. La plupart des hommes sont des alliés. C'est un point assez important de la démarche. Tu disais tout à l'heure, il ne faut pas installer un combat. On n'est pas les uns contre les autres. En fait, on est tous ensemble face à des situations. Ça, c'est... Voilà. Est-ce que les hommes... sont réceptifs à l'idée d'être nos alliés? Je pense qu'il y a certains hommes qui sont réceptifs à ça. Je pense aussi que là-dedans, il faut adresser en fait ce problème de patriarcat, parce que peut-être que certains hommes, en devenant des alliés du féminisme, pensent tourner le dos au patriarcat, etc. Et que justement, il faut célébrer en fait le fait qu'ils fassent ça, et que ça n'en fait pas d'eux des traîtres, au contraire. Et c'est important. Et ça, c'est très important. Et aussi de valoriser en fait ce genre d'homme, parce que souvent, on est encore dans une dynamique où on valorise l'homme fort, l'homme qui gagne bien sa vie, l'homme qui s'occupe un peu de ses enfants, mais quand même pas trop. Et comment est-ce qu'on... Et surtout l'homme qui ne pleure pas, l'homme qui est un peu musclé, etc. Et comment est-ce qu'on peut... Bon, attention, on aime bien les hommes musclés aussi. Oui, aussi. Mais justement, comment est-ce qu'on peut remettre ça en question, qu'un homme, un vrai mec, c'est aussi un mec qui pleure. C'est aussi quelqu'un qui ose montrer ses émotions. C'est aussi quelqu'un qui ose aller, que ce soit voir un psy, s'il en a besoin, dire quand il va pas bien. Et ça aussi, il faut aussi revaloriser en fait la masculinité et en parler pour la rendre différente, et pas qu'elle tombe seulement dans cette boîte de l'homme fort, viril, que tu as des fils. Oui, 2 filles, 2 garçons, égalité parfaite. L'égalité parfaite. Est-ce que tes fils
regarde ce monde avec ces yeux-là? Est-ce que tu penses qu'il le regarde déjà avec ces yeux-là? J'espère. Je sais en tout cas que mon fils, l'aîné, enfin celui qui a 9 ans, et sait déjà tout sur les règles. C'est lui qui m'aide. Quand on fait des stands, il va expliquer aux autres ce qu'est un tampon, etc. Donc ça, c'est formidable de voir ça. Ils sont décomplexés là-dessus. Oui, sur ça, il est comment décomplexé. On parle beaucoup aussi d'égalité. On commence tout petit, tout doucement à parler de consentement. C'est pas nécessairement le consentement de manière sexuelle, mais simplement... tu veux jouer avec moi. Tu veux jouer avec moi. Tu veux me prêter etc. ton amour. Voilà. Et c'est ça, on parle de ça. Et donc, ça, on en parle énormément à la maison. Il est particulièrement paresseux pour les tâches ménagères, mais je continue à le pousser. Et après, je me rends compte que moi aussi, bien sûr, parfois, je peux être victime de stéréotypes. Par exemple, j'ai toujours l'impression que mes filles auront froid. Donc, je les couvre plus que lui. C'est complètement un stéréotype. Et donc, il faut aussi parfois se remettre en question. On n'est jamais à l'abri. Exactement. On n'est jamais à l'abri de ces stéréotypes, en fait. Et ça, c'est intéressant de voir qu'on en est soi-même victime, entre guillemets. Bon, et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant? D'atteindre les objectifs, d'atteindre l'objectif de Monareg, que Monaco devienne le premier pays qui fournira des protections périodiques gratuitement partout. Ah oui, ça serait notre objectif phare, on va dire. Faire des générations de filles décomplexées sur les règles. C'est ça, exactement. Des générations de filles décomplexées, déjà ça. Puis une bonne santé, parce qu'au final, c'est tout ça. Et des garçons bienveillants. Des garçons bienveillants, une harmonie aussi. Peut-être aussi des conversations plus pertinentes. J'entends encore souvent oui, mais les femmes sont leurs pires ennemis, etc. Et de pouvoir travailler ensemble à remettre en question ce préjugé. Pourquoi est-ce qu'on pense encore que les femmes sont leurs pires ennemis, que de nouveau, le fameux patriarcat, etc. Des meilleures conversations. Voilà. Écoute, en tout cas, nous, ce qui nous importe, c'est que ça avance. Oui. Hein, et que on ait la chance de voir des générations de filles équilibrées, arriver à ce qu'elles souhaitent. Absolument. Comme leurs frères, leurs cousins, voilà. Hein, c'est ça. Et je pense aussi valoriser aussi la féminité aussi, parce qu'on essaie toujours de pousser les filles vers ce qu'on appelle des métiers masculins, mais aussi d'encourager l'autre sens aussi, c'est-à-dire de valoriser tout ce qui est féminin. Et c'est souvent aussi ce qu'on a diminué souvent ce côté féminin, etc. Donc comment est-ce qu'on peut le revaloriser? Merci. Merci à toi. Merci de beaucoup. ton accueil. Merci.